Après LuxLeaks, voici OpenLux, c'est le grand angle de ce samedi 13 février. Révélation lundi dans une enquête longue de plus d'1 an réalisée par 17 médias internationaux. C'est OpenLux, 6 ans après LuxLeaks, un autre scandale d'évasion fiscale au Luxembourg. Vincent Drezé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé des questions fiscales à Attaque France, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, co-auteur de Notre argent public pour mieux vivre ensemble aux éditions L'Harmattan, sorti il y a 2 jours. Et puis avec nous depuis Bruxelles, Philippe Lamberts, député européen belge, fer de lance de la directive anti-blanchiment votée par l'Union européenne en 2018. Merci à vous aussi d'être avec nous. Philippe Lamberts, 6 ans après LuxLeaks, qu'est-ce qu'on apprend dans cette enquête qu'on ne savait pas déjà ? On savait globalement que les sociétés écrans servent à quelque chose, c'est-à-dire à mettre un écran entre le regard public et les détenteurs de capitaux sous toutes leurs formes. Ce que OpenLux nous donne, c'est grâce à ce registre dont nous avons obtenu la mise en place dans le droit européen, eh bien, on lève un petit peu de ce voile. Alors, quelque part, le Grand-Duché est puni d'une certaine manière parce qu'il a mis en œuvre la directive avec un peu plus de transparence que d'autres États membres. Donc ce registre qui oblige à rendre public les bénéficiaires ultimes de toutes ces structures opaques, eh bien ce registre doit exister dans tous les États membres. Certains États membres ne sont toujours pas en ordre et certains États membres ont mis en place ce registre d'une manière qui nominalement est transparente mais de facto le maintient impénétrable. Et donc le Grand-Duché a permis l'accessibilité d'un plus grand nombre de données. C'est un petit peu injuste. Non, je ne dis pas que c'est injuste. Non, franchement pas, parce que le Grand-Duché est l'un des pôles principaux de l'évasion, de la fraude fiscale et peut-être aussi du blanchiment d'argent en Europe. Et donc, j'ai vu les déclarations du gouvernement selon lesquelles le gouvernement luxembourgeois met en œuvre tout le droit européen. Ce que cette déclaration oublie de dire, c'est que le Grand-Duché se bat bec et ongle pour éviter que ces réglementations deviennent plus contraignantes, plus transparentes. Et donc, nous aimerions que le gouvernement luxembourgeois se joigne à nos efforts pour rendre ce registre, et pas seulement ce registre d'ailleurs, beaucoup plus transparent, de manière à ce qu'on puisse vraiment lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Alors on va voir comment, dans un instant, je vous propose d'abord de revenir sur cette enquête. Des artistes internationaux, des centaines de multinationales côtoient les mafias italiennes et la pègre russe. OpenLux, comment s'organise ce montage? Qui est concerné? Le point sur l'enquête avec Lou Bureau. Quel est le point commun entre Shakira, Xavier Niel, Lara Fabian ou encore Brad Pitt? Toutes ces célébrités possèdent des sociétés enregistrées au Luxembourg. C'est les révélations de l'enquête OpenLux menée par des journalistes du quotidien Le Monde. À la différence des LuxLeaks, OpenLux ne doit pas son origine à la fuite de documents privés transmis à la presse, mais à l'étude de données publiques. Des informations disponibles en ligne, mais qu'il a fallu décrypter, analyser, puis rassembler dans une énorme base de données. Plus de 3 millions de documents, 140 000 sociétés concernées pour un total de 6 500 milliards d'euros d'actifs. On y découvre notamment que les 3/4 des entreprises du CAC 40 se représentent au Luxembourg. Elles y pratiquent l'évasion ou l'optimisation fiscale en toute tranquillité au cœur de l'Europe. Il y a des structures dites offshore, c'est-à-dire que les avoirs sont au nom de sociétés panaméennes, etc., qui sont des coquilles vides, dont un certain nombre sont gérés au Luxembourg, parce qu'au Luxembourg, on sait gérer ce genre le patrimoine. Donc, vous avez derrière ces vitrines, vous avez aussi de l'argent de la drogue, de l'argent des mafias, de l'argent de la corruption. Des pratiques connues au sein même des institutions européennes. Un rapport du Parlement a récemment pointé du doigt le Luxembourg comme le pays le plus propice à pratiquer l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Pourtant, le Grand-Duché affirme aujourd'hui être en accord avec les lois européennes. Le Luxembourg respecte pleinement toutes les réglementations européennes et internationales en matière de fiscalité et de transparence. Selon la Commission européenne, la fraude et l'évasion fiscale coûteraient à l'Europe près de 1 000 milliards d'euros par an. Vincent Drezé, la France est le pays le plus représenté. Près de 15 000 Français possèdent des sociétés au Luxembourg. Elles totalisent au moins 100 milliards d'euros d'actifs, soit 4% du PIB français. Pourquoi les Français ?
Déjà, la proximité, j'allais dire, géographique, mais aussi parce que historiquement, le Luxembourg a agi de fait comme un paradis fiscal. Alors, c'est quoi un paradis fiscal? C'est un territoire dans lequel vous allez payer peu d'impôts, surtout si vous n'habitez pas sur place, dans lequel vous allez pouvoir ne pas apparaître comme le détenteur de telle ou telle société, ce qu'on appelle des sociétés écrans. Et puis souvent, c'est ce qu'on appelle aussi un centre offshore, il y a une rapidité, une liberté de circulation des capitaux. Il est facile de créer des sociétés, de les empiler, et il est facile d'avoir ces sociétés sans qu'elles aient d'activité réelle. Alors, ce que cette affaire montre, c'est qu'il y a eu quelques progrès, notamment le fameux registre des bénéficiaires effectifs, mais à l'étude, on voit que pour la moitié des sociétés, on n'arrive pas à identifier ces bénéficiaires, soit parce qu'ils ne respectent pas les obligations, soit parce qu'il y a des clauses particulières au droit luxembourgeois qui leur permettent de ne pas apparaître. Ça montre aussi le caractère systémique et l'ampleur de l'évitement de l'impôt. Alors on parle soit d'optimisation fiscale agressive, c'est légal, mais de moins en moins légitime aux yeux des populations, soit de fraude fiscale, parce que lorsqu'on a une société qui n'a pas d'activité réelle, mais qui encaisse des bénéfices ou des revenus, on est dans le champ de l'illégalité. Donc le Luxembourg pour la France, j'allais dire, mais finalement, si on regarde un petit peu plus dans le monde, chaque grand territoire a son paradis fiscal favori ou un paradis fiscal proche. Pour l'Europe, ça a été le Luxembourg, la Suisse ou le Liechtenstein, mais vous avez aussi les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans et j'en passe. Philippe Lambert, je vous voyais hocher la tête en écoutant Vincent Drezet. Vous considérez, j'en déduis aussi, que le Luxembourg est un paradis fiscal. Alors pourquoi il n'est pas listé, nommé par l'Union européenne comme tel ? Alors, voilà une bonne question. Mais tout simplement parce que les 27 États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord pour dire qu'un paradis fiscal ne peut pas, par définition, être un État européen, ce qui est évidemment une insulte à l'intelligence. Mais ça les arrange parce que, comme le disait Vincent Drezet, c'est quand même très pratique d'avoir près de chez soi un paradis fiscal lorsqu'on détient des capitaux et en quantité importante ou qu'on ne veut pas qu'on l'on sache l'origine des capitaux que l'on détient. Et donc voilà, je pense qu'il y a réellement une collusion ici que nous essayons depuis des années avec la société civile de faire sauter, parce que comme le dit Vincent Drezet, même si ces dispositifs sont légaux sur le papier, comment voulez-vous que nos concitoyens les considèrent comme légitimes quand on sait que le prix des crises, à commencer par la crise financière d'il y a 12 ans et maintenant celle de la pandémie, risque très fort d'être payé une fois de plus par le citoyen ordinaire lorsque les grandes sociétés et les grands détenteurs de capitaux, finalement, non seulement s'en tirent sans égratignure, mais en plus de ça, profitent de la crise pour s'enrichir encore plus. Mais Philippe Lambert, c'est ce qu'on peut vraiment reprocher à de petits pays de jouer la concurrence fiscale, puisque l'Union européenne n'y met pas de limite? Ah ben ça, c'est la poule et l'œuf. Je veux dire, qui décide qu'on se fait la concurrence fiscale dans l'Union européenne, sinon les États membres? C'est le libre choix des États membres de se livrer la concurrence fiscale. Personne ne les oblige à le faire. Alors bien sûr, dans les décennies de mondialisation néolibérale qui ont régné aussi bien dans les cénacles dirigeants des États membres que de l'Union européenne, on a estimé que c'était très bien de se faire la concurrence fiscale, que ça permettait de mettre les États sous pression. Je pense que nos concitoyens en ont par-dessus la tête de se faire tondre sur pied. Et donc il va falloir qu'on mette un terme à cela. Parce que très honnêtement, si on répète en 2021 et en 2022, le scénario de l'après-crise financière qui a vu les plus faibles dans la société payer le prix le plus lourd, ce sera la révolution. Ce sera la révolution. Et moi, je préfère la démocratie. Et donc, j'aimerais bien que les décisions soient prises pour faire en sorte que le coût de la crise soit payé par ceux qui ont les épaules les plus larges. Alors là, c'est parole de député. Je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il y a deux choses très importantes que vient de dire Philippe Lambert. Au début de son propos, de dire que dans ces territoires transite à la fois l'argent de la fraude fiscale, mais aussi transite de l'argent provenant d'activités illégales, voire criminelles, et qui bénéficient de l'opacité avant d'être injectés dans l'économie. C'est quelque chose de très important, c'est ce qu'on retrouve dans tous les paradis fiscaux. Ensuite, le point central, ça a été dit par Philippe Lambert, c'est la concurrence fiscale. Pendant longtemps, on a dit la concurrence fiscale, ça permettra finalement de ne pas avoir trop d'impôts et de gérer au mieux les deniers publics en libérant l'activité. Là, aujourd'hui, on en voit les méfaits. Alors, les méfaits ils sont de deux ordres. On a allégé légalement l'impôt des entreprises, des plus aisés. On s'est privé d'argent sans que ça relance l'économie. Mais on a aussi laissé faire ce type de pratique
où on est allé beaucoup plus loin que les seuls allègements fiscaux. Il y a des trous dans la raquette, j'allais dire, dans le sens où on n'a pas adapté l'impôt sur les sociétés au numérique, on n'a pas fait toute la transparence nécessaire, on n'a pas mis en œuvre la coopération nécessaire alors qu'on était dans un contexte de globalisation. Bref, on a laissé les administrations fiscales avec leur droit national se faire concurrence sans véritable harmonisation fiscale. C'est même pas sans véritable, il n'y a pas d'harmonisation fiscale. Et un des enjeux, là, je souscris à ce qui vient d'être dit, c'est que notamment face à la crise actuelle, mais également quand on regarde les crises précédentes, notamment la crise de 2008, eh bien on a des déséquilibres fiscaux majeurs qui aujourd'hui provoquent des colères dans la population. Il y a un risque démocratique, un risque pour le consentement à l'impôt. Il n'y a pas de relance de l'activité économique, des inégalités qui augmentent et une activité économique qui est aussi faussée parce que certains bénéficient de cette possibilité, d'autres pas. Et la question qui est posée à l'Europe aujourd'hui, c'est l'harmonisation fiscale en matière d'impôt sur les sociétés, mais au-delà de la coopération également pour lutter contre l'évasion fiscale. Et je me tourne vers le député européen. Alors on fait quoi? Ça fait des années que le constat est le même. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça devient une question de volonté politique et ce que j'espère, c'est qu'au sein des gouvernements des États membres, on réalise qu'il n'y aura pas de sortie de crise sans sans faire payer les grandes entreprises qui en effet jouissent d'une concurrence injuste vis-à-vis des PME et les grands détenteurs de fortune. Je pense que si les décideurs au niveau national, parce que c'est d'eux que ça dépend d'abord, l'Union européenne ne peut pas imposer l'harmonisation fiscale, ça doit être un choix des États membres. Je pense que si à la tête des États membres, on commence à réaliser qu'il sera politiquement intenable de laisser les grandes multinationales, du numérique ou autre, McDonald's n'est pas dans le numérique et pourtant McDonald's ne paye quasi pas d'impôts, eh bien si on réalise que politiquement ça devient intenable de les laisser passer au travers des trous de la raquette, eh bien je pense qu'alors la volonté politique peut se manifester. Et ce que j'aimerais, c'est que du côté des plus grands États membres, à un moment, même Sarkozy et Merkel avaient envisagé une harmonisation de l'impôt des sociétés déjà entre la France et l'Allemagne, mais si il y avait un véritable leadership au niveau des grandes économies de la zone euro, je pense que ces États ont tous les moyens de faire pression sur ces paradis fiscaux que sont par exemple les pays du Benelux, donc y compris la Belgique dont je suis citoyen, pour les ramener à plus de coopération. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est ce que vous essayez de faire à Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Lamberts. Et merci beaucoup à vous aussi, Vincent Drezet. Merci d'avoir été dans 64 minutes.